Retour sur le plateau de Regard Croisé. Depuis la première partie, nous avons sur ce plateau Basile Agbo. Il est le patron du journal de Freedom Fighters. C'est ça, Doyen? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. David Djagbavi, bonsoir une fois. Vous êtes l'administrateur du site togosite.com, firme Teko Agbo. Le titre de son journal, ça n'a rien à voir avec mieux tous les jours. On parlait à l'instant de la CPI, Blé Goudé qui demande le rejet de l'appel de la procureure. J'étais avec le doyen Basile Agbo. Firme Teko Agbo, vous avez voulu... Oui, j'ai voulu réagir parce que quand on vient de vivre un peu ce que Ouattara a dit lors d'un congrès extraordinaire, bon, c'est entre guillemets, en disant qu'il n'allait pas se représenter en octobre prochain à la présidentielle ivoirienne, et avec la réaction ou la position de la procureure Fatou Bensouda, je me demande si Ouattara n'a toujours pas la même mise sur Fatou Bensouda. Peut-être c'est une petite analyse. Aussi banale soit-elle, ça me fait réfléchir. Je me dis peut-être que Ouattara se dit, si je renonce aujourd'hui à ma nouvelle future candidature, j'ai un dauphin. Parce que Ouattara dit il donne la place, il va céder la place, le fauteuil à la future génération. Ça veut dire que c'est lui-même qui va préparer cette jeunesse-là. Celui qui va succéder à Ouattara, Ouattara même le sait. Donc Ouattara ne va pas faire un jeu ouvert à tout le monde pour que n'importe quel jeune vienne. Tout d'abord, il y a Guillaume Soro là, et il y a aussi le camp Gbagbo. Ouattara, c'est quelqu'un qui a un reculé politique. Donc il se dit, bon, peut-être, il a déjà un dauphin qu'il est en train de préparer qui va inévitablement lui succéder. Mais il va falloir qu'il lui balise la voie, qu'il lui prépare la voie pour qu'il n'ait pas trop de difficultés. Maintenant, qui il faut éliminer avant octobre 2020? Qui il faut éliminer? Bon, avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien premier ministre Guillaume Soro, on peut facilement trouver des arguments pour l'éliminer. Lui, il est déjà en France depuis des mois. Il n'arrive pas à revenir sur le territoire ivoirien. Lui, il est déjà éliminé. Maintenant, le camp Gbagbo, avec le camp Gbagbo, oui, il lui serait difficile de se représenter aussi. Maintenant, dans ce camp-là, qui on peut avoir? On peut avoir l'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, quand il vient, oui, c'est quelqu'un qui harangue la foule, c'est quelqu'un qui s'est mobilisé. Quand il va venir, avec est-ce qu'il ne va pas permettre ou amener les Ivoiriens ou les plonger dans une certaine mélancolie, dans une certaine nostalgie, et les amener à regagner ou à revenir au camp Gbagbo? Et dans cette situation, ça va tellement être compliqué. Autant Charles Blé Goudé ou le camp Gbagbo, qui a été victime pendant des années, réussira à mobiliser, ça sera difficile autant au cas Ouattara de mobiliser et de gagner la présidentielle de 2020. Donc je pense que c'est un circuit politique que cette histoire-là est en train de traverser. Et moi je me dis que si Ouattara n'arrive pas à baliser le terrain à son dauphin, moi je dis Ouattara va revenir sur sa parole. Parce que ce que moi j'ai vu, nous sommes mercredi en début de semaine ou en fin de semaine dernière, où les gens sortent déjà pour demander avec des pancartes, avec des banderoles, pour lui dire non, reviens, sois encore président à partir d'octobre 2020 ou relance ta candidature. Je me dis, si le terrain n'est pas balisé, Ouattara va revenir sur sa décision et se représenter à la présidentielle de 2020. Non, moi je pense qu'il faut faire extrêmement attention à l'interprétation qui est faite de la dernière déclaration de Ouattara. Hein. Il faut quand même saluer le courage de cet homme. C'est un courage. Oui, c'est un courage. Moi, je suis pas d'accord avec Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, la constitution de la Côte d'Ivoire, telle qu'elle a été adoptée dernièrement, permettait à Ouattara de remettre le compteur à zéro et de demander un autre nouveau mandat. Ça, c'est clair. Mais ayant toute cette opportunité, ayant tout ce boulevard qui lui est ouvert, il a eu le courage de dire non, je n'y vais plus. Je n'y vais plus parce que je n'ai pas envie de retourner à la présidence. Ça veut dire que c'est une personnalité qui aime son pays, qui a compris que son troisième mandat, s'il arrivait à le demander, pourrait déstabiliser aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Si vous savez, si vous connaissez un peu l'histoire politique de ce pays-là. Maintenant, pour les femmes qui manifestent, moi j'appelle ça du théâtre. On en voit tous les jours. On en avait vu au Togo au temps des Yadema, où les femmes se sont déversées dans les rues pour dire Yadema, tu ne démissionnes pas, reviens. C'est une scène comique
qui voudra dire que vous avez fait une déclaration, Monsieur le Président, oui, mais nous ne sommes pas d'accord avec vous. Mais ce n'est pas les femmes, ces femmes manifestantes qui décideront à la place de Ouattara. C'est lui. Personne n'a forcé Ouattara à prendre cette décision-là. Et pour cela, au moins, il faut saluer ce courage-là. Maintenant, sur ce qui concerne la préparation de son dauphin, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait officiellement un problème au sein du parti de Ouattara pour désigner un dauphin, même si les voix portent leur choix sur certaines personnalités qu'on connaît déjà. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'entourage du chef de l'État ivoirien, il n'y a pas encore de guerre entre successeurs pour qu'on dise que Ouattara ne pourra pas trouver un successeur. Et de trois, dire que Soro a été écarté de la prochaine présidentielle est une grosse erreur, parce que Soro lui-même dit non, je ne peux en aucun cas être écarté, je suis toujours là. Et la dernière sortie de Ouattara a remotivé Soro. Vous avez suivi sa déclaration qu'il avait faite. Aujourd'hui, en tout cas, ni la commission qui organisera les élections en Côte d'Ivoire, ni le gouvernement, ni la justice ivoirienne n'a encore notifié comment on dit ça, n'a encore notifié à Soro son incapacité à participer aux prochaines élections. C'est vrai qu'il y a un dossier judiciaire qui lui est collé. Nous tous, nous savons ce que contient ce dossier. Mais aujourd'hui, aucune loi n'a été notifiée à Soro pour lui faire comprendre que le 30 octobre ou le 31 octobre prochain... Je vais répliquer un peu, parce que je ne veux pas perdre un peu le fil de ce que j'ai dans ma tête. Mais écoutez, j'ai l'impression que l'analyse de David est un peu superficielle. Et tout ce que je dis, nous sommes en politique. Quand il parle de Gnassingbé Adema, quand il parle des manifestations d'autres pays qui se sont déroulées d'autres pays pour demander aux dirigeants en place de se repositionner, tout ça, je pense que ces manifestations ont eu apporté leurs fruits. Quand on a demandé à Adema de se repositionner en 2003, je pense que ça a eu apporté son fruit. Quand on a demandé à d'autres dirigeants de se repositionner, je pense que ça a eu apporté son fruit. Mais d'autres ont refusé, ça a été fait dans d'autres pays. Le Niger, par exemple, où il y a même un collectif qui a été mis en place, créé par quelqu'un, un citoyen nigérien, pour demander à Mamadou Youssoufou de se représenter. Ils ont été arrêtés même. Voilà, il a été arrêté dans d'autres pays. Donc, regardez, moi, je suis un peu peiné quand je vois David, ou quand j'entends David saluer ce que Ouattara dit. Moi, je n'ai rien à saluer dans la déclaration de Ouattara. Ouattara, deux petites choses. Première chose, Ouattara... Gardez le fil, on va écouter. Non, je vais faire une seconde. Votre temps de parole a déjà... Non, je ne sais pas. Ouattara aurait... Je continue. Ouattara aurait peut-être 50 ans. Je ne pense pas que Ouattara puisse réagir de la sorte. Mais aujourd'hui, il a réagi de la sorte. Ouattara a près de 80 ans. Et de plus, moi, je trouve simplement que c'est parce que Ouattara est trop souffrant qu'il n'arrive pas... Non, il ne l'a pas dit. Il ne va pas le dire. Ça, c'est votre analyse. On va passer la parole à Basile Agbo sur la même question. Basile, les présidents étaient malades dans ce temps. C'est que je passe actuellement. D'autres là, il n'est pas mort au pouvoir, malade en plus. Oui, David, j'étais un peu... Enfin, un peu... Sublimé. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que tu as un enthousiasme béat vis-à-vis de ce que Ouattara a dit. Moi, je l'admire. Et de deux, tout à l'heure, tu mets qui te disait que ce montage qui aurait eu lieu dans certains milieux a porté son fruit. Au Togo, dans certains milieux, ça n'a pas porté le fruit. Mais au Togo, il faut aller un peu plus loin, au Zaïre d'antan. Les présidents annonçaient que je n'irai plus, et puis les peuples, les populations allaient avec des nattes, avec des lampadaires, avec tout, allaient se coucher donc dans les rues, et ils obtenaient gain de cause. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président finalement dit, le peuple a demandé que je revienne, je peux revenir. Ça veut dire que ce que Ouattara dit, moi je l'ai écouté avec des pincettes. Je me dis que ça peut revenir. Ouattara peut dire, voilà, les populations sont en train de m'obliger à revenir. Donc je reviens. Moi-même, je me dis que je ne devrais plus aller. Mais voilà que mon peuple me demande, je peux aller. Donc c'est pourquoi moi, je ne veux pas prendre ça avec l'enthousiasme que tu es en train de démontrer. Non, moi je le Bien. crois. Donc, maintenant, quitte à Ouattara de continuer dans cette logique dans laquelle il est,
Parce que ce que Firmin était en train de dire, il ne faut pas également l'occulter. Ce qui se passe au niveau de la CPI, il faut le voir sous un autre angle. Est-ce que ce que Ouattara dit est à prendre pour une vérité et à faire Alléluia, Amen, ou alors être prudent dans ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas encore en train de vouloir jouer le jeu en Côte d'Ivoire et pour empêcher certains de se mettre sur le chemin? Donc, ça dit que moi, je ne suis pas enthousiaste. On va devoir passer. Je ne veux pas manifester mais moi, je le crois. Et même si on est sur on n'est pas je le crois, David. David peut le croire. C'est quand même assez. La politique, courageux. c'est pas Non, pour moi, c'est pas courageux. On va devoir passer au second sujet, mesdames et messieurs. Moi, je ne veux pas le lui saluer. Le débat tous les soirs sur il rentrera dans l'histoire africaine. On va parler Guinée cette fois-ci, le double Il n'y a rien dedans scrutin dans ce qu'il a dit. prévu sur le début du mois de mars est encore reporté. On se demande justement à quoi joue Alpha Condé et ses éléments en Guinée. Non, je pense que Alpha Condé est en train de tâter le pouls, donc il sait à quoi jouer, c'est que nous sommes à 7 mois de la présidentielle guinéenne, je pense que ça doit être en octobre, non, comme la Côte d'Ivoire. Donc il est en train de tâter un peu le pouls, il a tâté le pouls une fois, donc il dit non, s'il organise ça là, maintenant, peut-être le pays allait s'embraser, autre là. Bon, mais il a toujours l'esprit c'est quoi? Il modifie la constitution et il a encore la possibilité de se représenter. Et pour le moment, il n'a pas encore occulté cela dans son esprit. Donc aujourd'hui, il se dit maintenant qu'est-ce que les gens veulent pour donner encore plus de crédibilité à ce que je suis en train de faire là. Donc il faut faire venir la CEDEAO. Entre-temps, on avait parlé de la francophonie, après on dit la visite a été annulée, aujourd'hui on parle de la CEDEAO, on dit maintenant qu'est-ce qui va se passer? La CEDEAO va venir, la CEDEAO va authentifier, comme on le dit, va authentifier le fichier électoral, va voir si le fichier est conforme aux lois internationales, aux lois nationales et internationales, s'il n'y a pas assez de doublons, s'il n'y a pas assez de problèmes. Donc quand la CEDEAO va authentifier, va rendre un peu parfait le fichier, on va dire maintenant, avec ça, on peut organiser les élections. Et quand on va organiser les élections, on va déclarer la position de Alpha Condé va l'emporter et puis il va dire je me repositionne pour la présidentielle prochaine. C'est à ça il joue. Il veut se représenter, mais il veut tâter le pouls. Il veut pas trop que le pays s'embrasse parce qu'il y a déjà eu des morts, il y a eu des blessés, il y a des arrestations. Il veut un peu de calme avant de poursuivre cette dynamique qu'il a enclenchée il y a de cela quelques mois. David. Mais voilà un président qui ne comprend absolument rien, mon ami Condé. Il comprend rien. Non, franchement. Et ça. La vidéo est amusante ce soir. Ça fait de la peine. Quand vous êtes africain et que vous vivez des choses comme ça, ça fait vraiment de la peine. Voilà un homme qui il était un grand démocrate, on sait comment Condé est arrivé au pouvoir. Et voilà qu'il choisit de sortir par la petite porte. Tout le monde lui dit, ton histoire d'élection là, ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir dans ces conditions. Ce n'est pas bien. Ça ne peut pas se tenir. Premier report. Deuxième report. Nous sommes au 4e report d'une petite élection que nous avions organisée dernièrement au Togo. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le Togo est un bon exemple quand même. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, qui il est pour ne pas comprendre qu'il y a un problème là-bas? Pour qu'il fasse les choses comme ça doit se faire. Les Guinéens, dans leur ensemble majoritaire, sont tous favorables à une modification de cette constitution. Parce qu'on sait comment cette constitution, elle a été faite sous la junte militaire. Mais qu'est-ce qui coûterait à Condé de laisser ce projet de révision de la Constitution et de partir et de laisser la main à une autre personne, à un autre président pour le faire? Mais aujourd'hui, toutes les institutions internationales sont contre lui seul. La francophonie a plié bagage. La CEDEAO dit non, ce que vous êtes en train de faire là, ça ne tient pas. Mais reformulez votre proposition d'organiser ces élections et vous aurez des soutiens. Le problème en Guinée aujourd'hui, c'est le mutisme, le silence de Condé. Quand il ne veut pas dire s'il va aller ou pas à un 3e mandat. À côté de lui, son voisin direct vient de le dire. Je n'irai plus. Il n'y a pas eu de mort. Lui, depuis qu'il a commencé par alimenter son désir d'aller ou de ne pas aller là, vous avez vu le nombre de morts qu'il y a eu à Conakry et en Guinée, le nombre de manifestations qu'il y a, les activités sont bloquées parce que quelqu'un qui s'est dit démocrate, qui avait porté les espoirs des Guinéens quand il était arrivé au pouvoir. Voilà que cet homme
veut partir par la petite porte. C'est triste. C'est en cela que je dis, il y a de ces chefs d'État qui n'ont pas encore compris aujourd'hui la nécessité de sortir par la grande porte de l'histoire. Condé est un cas. David prend les affaires politiques comme trop simpliste. C'est-à-dire que quand il aime s'amuser, quoi. Oui, c'est trop simpliste. C'est-à-dire la politique, ce n'est pas de la philanthropie. Lorsqu'on est sur un terrain politique, il faut savoir que c'est de la violence. Lorsque quelqu'un se lance sur un terrain politique, ne croyez pas qu'il est venu pour dire j'ai assez mangé, il faut que toi aussi tu viennes manger. La politique, c'est autre chose. Donc ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, non, laisse. Qui l'a fait? Du Ghana, du Nigeria, les présidents sont venus, sont partis. Le cas du Niger, Mamadou Soufou, il est en train de préparer son départ. Le Ghana est arrivé à un niveau de démocratie où même le Burkina Faso, je dis, Roch va faire le Ghana est aujourd'hui sur un terrain où il y a certaines choses qui ne peuvent plus se faire. C'est-à-dire que le président Jerry John Rawlings a réalisé un Ghana où on ne peut plus changer un certain nombre de choses. Les choses sont déjà installées. Vous voyez, quand, au moment où lui-même allait partir, il y a un groupe qui s'est organisé, comme on le disait tout à l'heure, mais il a rapidement rabroué les gens, il a rapidement dit de disparaître de la scène. Et il a construit un Ghana aujourd'hui, un Ghana moderne, qui fait du plaisir et qui met aujourd'hui les présidents qui viennent au Ghana tellement à l'aise qu'il n'y a plus de... Il a créé les conditions d'une certaine alternance. Pas la même chose en Guinée. En Guinée, la Guinée a traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, à telle enseigne qu'on n'a pas pu instaurer une démocratie vivable en Guinée jusqu'à l'heure où on parle. Et lui, jusqu'à l'heure où on parle. Et donc, si Condé, professeur Condé, reste sur cette position, peut-être a-t-il envie de créer une même situation pour qu'après lui, la Guinée puisse évoluer de la même façon où le Ghana évolue. Pourquoi il n'a pas fait l'analyse de ces deux mandats-là et c'est vers la fin du dernier mandat qu'il essaie maintenant de vouloir modifier la constitution. Je suis désolé. Il y a peut-être des difficultés. Non, on ne parle pas de Messi, mais il y a des gens qui ont des visions. Il y a des gens qui ont des visions et qui se disent, après mon départ, je voudrais que mon pays soit un exemple. Il avait la solution. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Quand on sait qu'on a verrouillé la Constitution, oui. Et il a fait ces deux mandats qui sont en train de... Condé se dit que ma vision n'est pas encore atteinte. Il faudrait que je poursuive cette vision de faire de ma Guinée un peuple où la démocratie va aller comme sur des États. Moi, c'est mon analyse de la chose. Est-ce que cela ne vient pas poser l'éternel problème de ces opposants-là qui se disent démocrates finalement au pouvoir, qui s'éternisent, qui ne veulent pas partir? Oui, c'est ce que je prends souvent du plaisir à défendre, même si bon nombre de mes co-débatteurs, dont David Baini, ne sont pas d'accord avec moi. Je dis simplement que les peuples se trompent. L'histoire est en train de le montrer. Les peuples se trompent. Et surtout avec cette histoire de démocratie-là, les peuples se trompent. Moi, je suis beaucoup plus pour le renforcement des règles démocratiques. Écoutez bien, ce que je dis est grave. Je suis beaucoup plus pour le renforcement de la démocratie, du droit dans les pays, renforcement des règles démocratiques, mais il faut réfléchir sur l'alternance. Il faut réfléchir sur l'alternance, parce que l'alternance n'est pas une fin en soi. Vous savez, je vous dis une chose, vous savez pourquoi les Allemands ont choisi le régime parlementaire? Parce qu'ils savent que si on veut appliquer les règles de l'alternance aux dirigeants, à celui-là qui a vraiment le pouvoir, l'Allemagne ne réussirait jamais à se construire. C'est pour cela que l'Allemagne a choisi le régime parlementaire. Dans le régime parlementaire, pour ceux qui nous écoutent, pour ne pas aller trop dans le profondeur du droit, c'est un régime dans lequel le président est là, mais il n'a pas assez de pouvoir. À lui, on peut le changer comme on veut. Mais celui qui a vraiment le pouvoir, qui est le Premier ministre, qui est le chancelier, il peut faire autant de mandats qu'il veut. Mais pourquoi? C'est en Allemagne seulement. Écoute, non. D'autres pays qui ont le même régime. Attends, David. D'autres pays qui ont le même régime font 2 mandats. Ils partent quand vous prenez. David, laissez-moi terminer. David, laissez-moi. Ce n'est pas totalement. Non, attends. Je n'ai pas fini. David, lui mettre David, vérité. Non, David, ce n'est pas. Tu n'as pas. Non, mais l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, moi je face de l'Allemagne, il y a l'Angleterre. Oui. En Angleterre,
Angleterre, il y a une reine. La reine, elle n'est jamais... Là-bas, c'est encore pire. La reine, elle n'est jamais changée. Il y a qu'un premier ministre qui vient faire 2 mandats, il part. Ok, David, vous ne connaissez pas l'histoire de l'Angleterre. Arrêtez de raconter des choses comme ça. En Belgique, il y a un roi en monsieur, Belgique. il faut En qu'on Espagne, s'entende il y a un sur, roi en Espagne. En Portugal, il y a un roi au Portugal. Mais il y a des premiers ministres qui sont élus régulièrement, mais qui font du bon travail. Si l'Allemagne a choisi d'adopter un régime parlementaire, l'Allemagne revient de loin. On connaît l'histoire politique. Mais David, permettez que je continue. David, pour ceux qui nous écoutent, c'est tellement important. C'est tellement important. Non, David, ce que vous dites. Non, je n'ai pas fini. Je suis obligé de... David, arrêtez de vous arracher la parole. Attendez, le président est élu. Je suis obligé de vous arracher la parole. Tous deux. On arrive à assainir un peu le débat dans tous ensemble. Mesdames et messieurs, vous regardez... David, j'ai l'impression que vous avez certaines confusions. David, vous avez certaines confusions. On va devoir donner la parole à... Non, moi je pas fini. C'est moi qui partage la parole. C'est moi qui partage la parole. Vous deux, vous n'avez plus la parole pour le moment. Vous regardez le film. Laisse-le donner la parole à qui. Non, c'est moi qui donne la parole. Vous n'avez pas la parole. On va écouter plutôt Basile Agbo pour temporiser un peu, pour calmer les tensions sur... Basile Agbo, permettez que je parle. Non. Respecte l'animateur, affirmé. Gardez... David, ce n'est pas ton problème, laisse-moi parler. David, laisse-moi parler. Tu ne te retires pas la parole, c'est l'animateur qui te la retire. Il a donné à Basile Agbo, j'aimerais vous écouter sur la question. Quand on voit un peu ce qui se passe en Guinée avec Condé, cela ne revient pas poser l'éternel problème de ces opposants qui se disent démocrates, qui, une fois au pouvoir, veulent s'éterniser à vie. Oui, il y a ça. C'est-à-dire que lorsque vous regardez l'environnement politique et les divergences politiques, vous avez comme l'impression que celui qui n'est pas encore au pouvoir donne une bonne image. Et on dit que, lorsque lui viendra, on aura un beau pays. Malheureusement, lorsqu'il arrive, le goût du pouvoir fait que parfois, certains changent d'option, ils changent d'opinion. Ils deviennent pires que ce qu'on reprochait à celui qu'il voulait changer. C'est dans la norme des choses et c'est dans le propre de l'humain. Lorsque, par exemple, on n'arrive pas à se dégager du désir d'être là, de toujours manger, de toujours diriger, de toujours être celui-là, le potentat, quand on n'arrive pas à s'en dégager, on devient ça. Et malheureusement, c'est vrai, ce qui arrive aujourd'hui en Guinée, ça pose ce problème-là. Parce que personne ne pouvait imaginer que le professeur Alpha Condé serait devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais je dis, c'est dans la nature d'un certain nombre de choses. Et c'est dans la nature peut-être de M. Condé de devenir le pire de ceux qu'il combattait hier. Il faut le comprendre de cette façon-là. Mais maintenant, on fait une analyse par rapport au comportement qu'il est en train de faire. C'est vrai ce que tu es en train de dire, que ça pose des problèmes. On se demande, ce monsieur-là, tel qu'il est en train de nous miroiter son être aujourd'hui, est-ce qu'il sera le meilleur demain? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ici que the devil you know is the better than the angel you don't know. Merci. Cette fois-ci, on va aller calmement. Oui, je vais dire deux petites choses. Oui, deux petites choses. Deux minutes au plus. Oui, deux petites choses. Vous savez, deux petites choses. Vous savez, Alpha Condé a l'habitude de dire qu'il a fait 40 ans dans l'opposition. Et il veut faire 40 ans au pouvoir maintenant. donc, pour lui, les 10 ans qu'il a fait là, bon, ça ne suffit pas, fondamentalement pour lui. Et donc, lui, il a encore la possibilité, il se dit qu'il a encore la possibilité de se représenter. Et n'oubliez pas qu'en réalité, Alpha Condé est arrivé au pouvoir comment? En réalité, c'était Cellou Dalein Diallo qui avait gagné. Mais c'est parce que Alpha Condé avait eu le soutien de la France qu'il a pu devenir président de la République guinéenne. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est pour dire à ceux qui nous écoutent, quand je parle du régime parlementaire, le régime parlementaire, les Occidentaux, la plupart des pays occidentaux ont choisi le régime parlementaire parce qu'ils ont compris que la gestion de celui-là qui tient la clé de la gestion du pouvoir, on ne doit pas trop le gêner, mais il ne faut pas lui limiter le mandat. Quand on parle de régime parlementaire, au Luxembourg, c'est un régime parlementaire. Il y a des premiers ministres, Jean-Claude Juncker, qui sont venus, qui ont fait plus de 2 mandats. Quand on parle de régime parlementaire, en Angleterre, dont David vient de parler, il y a Margaret Thatcher, qui a fait 11 ans. Ça veut dire plus de 2 mandats. Tony Blair est venu, il a fait 11 ans comme Margaret Thatcher. Dans le régime parlementaire, pour ceux qui nous écoutent, dans ce régime-là, le Premier ministre, il a encore la possibilité de se représenter autant de fois qu'il veut. Mais
C'est parce que c'est lui qui a la clé du pouvoir. Celui-là qui n'a pas la clé du pouvoir, c'est le président. Le président, dans des pays où ce n'est pas un royaume, c'est une république. C'est le président, comme en Allemagne, c'est une république fédérale. Il a la possibilité de faire 2 mandats de parti. Dans des pays où c'est des royaumes, en Angleterre, c'est un royaume, c'est une reine qui est là, qui va mourir au pouvoir. En Espagne, c'est un régime parlementaire. Le roi est là, il va mourir au pouvoir. Au Luxembourg, c'est un royaume, le roi est là, il va mourir au pouvoir. Mais le premier ministre qui est là, qui est élu du suffrage universel direct, a la possibilité de se représenter autant de fois. C'est pour cela que moi je dis, il y a une différence. Fondamentalement, il y a une différence entre la démocratie et l'alternance. L'alternance, quand vous lisez les livres de droit, vous ne trouverez aucunement le mot alternance. Le temps nous fait défaut en 10 secondes. Oui, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ailleurs, David, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. La plus grande puissance au monde a imposé 2 mandats. De 8 ans, pas de 10, de 8 ans. Les États-Unis. Écoutez, ce n'est pas parce que la plus grande puissance a imposé 2 mandats que c'est le meilleur. David, vous ne comprenez rien. Merci, Basil Agbo, David, merci également, Fimetek Ouagbo. Merci. Messieurs, nous allons devoir marquer la grande pause. On revient dans un instant pour parler largement du Togo.